Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une image, une vidéo, une histoire, ou bien un fait épouvantable que vous auriez souhaité ne jamais connaître? Eh bien, c'est le risque que vous allez prendre ici. Bienvenue sur Ne recherchez pas ça volume 2, l'iceberg des recherches obscures et perturbantes. Aujourd'hui, nous allons continuer de descendre dans les méandres de l'histoire, de la science, de la culture, d'Internet, des faits divers et de l'âme humaine, afin d'en découvrir et d'en apprendre toujours plus sur la partie sombre du monde dans lequel nous vivons. Pour les nouveaux venus qui découvriraient le concept de cette vidéo, je vous invite à me considérer comme votre guide. Un guide qui va vous montrer des portes, les entrouvrir, afin de découvrir l'horreur que vous risquez d'y trouver derrière. Ensuite, libre à vous de franchir le seuil de ces portes, et de prendre le risque de ne plus être tout à fait la même personne après ça. Bon visionnage, et surtout, faites de beaux cauchemars. Coffin Burst. Lorsque l'on s'intéresse au domaine du creepy, aux choses étranges et obscures, il n'est pas rare de tomber sur des expressions, des mots, qui ne font pas toujours sens lorsqu'on les découvre. Et franchement, quand je me suis intéressé au Coffin Burst, traduit littéralement en français par naissance dans un cercueil, ou naissance en cercueil, je m'attendais pas à lire des choses aussi épouvantables. Le Coffin Burst, également connu sous le nom d'expulsion fœtale post-mortem, est une expression médicale anglaise qui décrit le processus par lequel un fœtus, qui n'est plus viable, est expulsé par le corps en décomposition d'une femme enceinte décédée. En effet, lors du décès, les bactéries présentes dans les organes de la cavité abdominale génèrent des gaz en s'attaquant aux tissus de l'organisme, provoquant ainsi le gonflement du corps. Dans certains cas, la pression des gaz peut alors comprimer l'utérus tout en exerçant une pression sur le fœtus, l'éjectant ainsi vers l'extérieur par les voies naturelles et imitant ainsi l'accouchement, d'où l'expression Coffin Burst. Rien que de parler de ce processus, je trouve que c'est déjà une épreuve en soi, tellement c'est affreux. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au phénomène et à son recensement à travers l'histoire. En effet, le Coffin Burst est considéré comme une curiosité, une anomalie médicale, depuis qu'un certain nombre de cas ont été recensés dans une collection encyclopédique par deux médecins américains, George M. Gould et Walter L. Peel, en 1896 dans le compendium médical Anomalies and Curiosities of Medicine. Lorsque l'on s'intéresse à ce phénomène, on s'aperçoit que les plus anciens cas recensés datent du XVIe siècle, et franchement, je vous déconseille d'aller plus loin. Car entre la jeune femme pendue lors de l'Inquisition espagnole en 1551, qui était en fait enceinte de jumeaux, ou la découverte inopinée de restes fœtaux dans un cercueil juste avant une inhumation, ce sont des histoires plutôt dures à lire. Il existe une page Wikipédia en français expliquant assez clairement le phénomène et donnant des exemples bien plus récents, que j'ai trouvé tout aussi épouvantables. Les descriptions du phénomène sont cliniques, et les contextes de découverte des corps assez terribles. Bref, le Coffin Burst m'a amené à apprendre quelque chose qui n'était pas forcément indispensable à ma culture. L'agent orange. L'agent orange est un mélange chimique d'herbicides de type 2,4-D et 2,4,5-T, développé dans les années 40 et 50. À cette époque, ce défoliant était utilisé dans l'agriculture industrielle aux États-Unis et avait un pouvoir désherbant extrêmement puissant, capable même de détruire des arbres. En s'arrêtant là, on pourrait se dire voilà un produit industriel dont il fallait sans doute se tenir éloigné. Et vous n'auriez pas tort. Seulement, si vous décidez de taper le nom de cet herbicide sur Google, vous allez tomber sur des images assez terribles. En effet, l'agent orange qui tire son nom de la couleur des barils dans lesquels il était transporté est tristement célèbre
pour son utilisation par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, dans le cadre de l'opération Ranch Hand, qui s'est déroulée de 1961 à 1971. Ce mélange chimique a été pulvérisé sur les forêts et les terres agricoles vietnamiennes pour détruire la végétation dense qui servait de couverture aux combattants vietnamiens, ainsi que pour éliminer les cultures alimentaires, et ce, sur une surface de presque 2 millions d'hectares. Et comme vous vous en doutez, les effets de l'agent orange sur la nature et la santé humaine ont été dévastateurs. Les personnes exposées à cette substance ont souffert de divers types de cancers, de maladies de la peau, de troubles neurologiques et de maladies respiratoires. Les femmes enceintes exposées à l'agent orange ont connu des taux élevés de fausses couches et ont donné naissance à des enfants avec des malformations congénitales graves. Les Américains étaient parfaitement conscients à l'époque des risques potentiels associés à l'utilisation de l'agent orange, mais ils n'ont sans doute pas saisi l'ampleur. Et ce qui est assez terrible, c'est que même plus de 50 ans après, les vétérans de la guerre du Vietnam, et surtout les populations locales exposées à cette substance continuent de payer le prix de cette folie, en souffrant de divers problèmes de santé, notamment des cancers de la peau, du foie et des poumons, des malformations congénitales, telles que l'absence de membres, la cécité et la surdité, ainsi que des troubles neurologiques et des maladies respiratoires. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que les effets de cette saleté se transmettent de génération en génération. En effet, les mutations génétiques causées par la dioxine se transmettent aux enfants, qui naissent encore aujourd'hui, sans parler de l'exposition à l'environnement toujours contaminé. Bref, si vous n'avez pas peur de perdre foi en l'humanité, ou d'être exposé à des photos de gamins brisés par la folie humaine, je vous invite à creuser la question, ne serait-ce que dans le cadre d'un devoir de mémoire. Johnny Got His Gun. Johnny Got His Gun, ou Johnny s'en va en guerre, est un film réalisé par Dalton Trumbo en 1971, basé sur son propre roman, lui publié en 1939. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un film d'horreur, le thème qu'il aborde est véritablement épouvantable, et vient malgré tout toucher du doigt cette notion d'horreur existentielle. Un film qui prend toute son ampleur en VO. La VF n'est pas au niveau, et fait perdre beaucoup d'intensité au film, je trouve. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale. John Bonham, un jeune soldat américain enthousiaste et plutôt naïf, décide de s'engager pour combattre sur le front. Seulement, lors d'une mission de reconnaissance, il est frappé par un obus. Il se réveille parfaitement conscient mais incapable de parler. Joe entame alors un monologue intérieur. C'est l'incompréhension totale. Il fait complètement noir. Il sent alors une sorte de tissu sur son visage, et s'aperçoit rapidement qu'il n'entend plus rien. Il est sourd. Joe ne peut que sentir les vibrations autour de lui, provoquées par les pas. Au fur et à mesure, il découvre qu'il a également perdu son bras droit, ce qui le fait paniquer. En fait, Joe n'a pas seulement perdu un bras, mais l'ensemble de ses membres. Pour terminer ce tableau atroce et noir de désespoir, Joe réalise en tentant de déplacer sa langue à l'intérieur de sa bouche qu'il n'a plus de mâchoire et qu'il est défiguré. Les médecins militaires qui s'occupent de Joe à ce moment-là le considèrent comme un cobaye scientifique. Ils le maintiennent en vie pour étudier son état, pensant qu'il est en fait en état de mort cérébrale et que les quelques mouvements de tête qu'il peut produire ne sont que des spasmes. Sans bras, sans jambes, aveugle, muet et sourd, mais parfaitement conscient de son état, Joe est enfermé dans un silence et une obscurité absolue, ce qui crée inévitablement un sentiment d'isolement extrême et une perte de repère entre réalité, souvenir et rêve. On pourrait se dire que ce n'est que du cinéma. Seulement, Dalton Trumbo se serait a priori inspiré de la réalité. En effet, c'est en lisant un article de journal relatant la visite du prince de Galles dans un hôpital spécialisé pour vétérans canadiens de la Première Guerre mondiale qu'il a décidé d'écrire son livre, qui deviendra plus tard un film. Dans cet article, on y découvrait des soldats ayant perdu leur sens et tous leurs membres. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette œuvre, comme le fait que le clip One de Metallica reprend beaucoup d'extraits du film, que cette histoire est un pur pamphlet antimilitariste,
qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, la guerre du Vietnam. Bref, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui voudraient le voir, sachez juste que la fin m'a donné un sacré vertige existentiel. Un film à voir pour les moins sensibles. Les autres, passez votre chemin. Le syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, également connu sous le nom de syndrome du cadavre ambulant ou délire de négation d'un ou plusieurs organes, est une pathologie neuropsychiatrique rare, décrite pour la première fois en 1880 par le neurologue français Jules Cotard. Ce syndrome se caractérise par des délires nihilistes, où les patients croient qu'ils sont morts, qu'ils n'existent plus, ou que leurs organes sont pourris ou absents. Il est à noter que ce syndrome n'apparaît pas dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, un manuel qui est considéré comme une référence majeure dans le domaine de la santé mentale. Toutefois, ce syndrome est bien inventorié dans la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Et lorsque l'on creuse le sujet, notamment en recherchant des témoignages de malades, on peut rapidement tomber sur des discours vraiment perturbants. En voici quelques-uns, trouvés sur un des articles du journal Le Monde, écrit par Marc Gozlan. Ce premier témoignage concerne un médecin lui-même, touché par le syndrome de Cotard. Le syndrome aurait débuté après avoir passé un simple scanner pour une lombalgie à la recherche d'une hernie discale. Ils m'ont irradié de manière sauvage et excessive. Je suis maintenant complètement stérile. Mes reins, mon pancréas, mes testicules sont anéantis, pourris, et source d'infections massives. Je vais développer une insuffisance rénale majeure. Mon pharynx et mon œsophage sont troués à cause des rayons. Le deuxième témoignage concerne une patiente, avec des idées délirantes sur la mort. J'ai oublié de vous dire que je n'ai pas de cerveau. Je ne vis pas. Je suis pire qu'une bête. Les bêtes au moins ont un instinct. Je n'ai pas d'estomac. J'ai l'impression d'être comme morte. J'ai demandé à un médecin de savoir quelles sont les modalités pour être enterrée. Enfin, ce troisième témoignage concerne une femme traversée par une idée délirante d'immortalité et une négation totale de la mort. Je ne pense pas qu'un jour je puisse mourir. La mort n'a pas de signification pour moi. Mais je ne suis pas dans la vie non plus. Je ne suis pas vivante, je suis morte. J'ai toujours été comme ça. Je suis née morte. Cette pathologie est souvent décrite dans les médias comme le syndrome du zombie. Cependant, romantiser le syndrome risque de nous faire oublier le principal, la souffrance psychique des personnes atteintes du syndrome de Cotard. Car en effet, elle est souvent massive et elle s'inscrit dans des délires très prononcés, comme vous avez pu le constater. Creuser cette question vous emmènera inévitablement vers plus de cas perturbants, comme cet homme de 74 ans qui affirmait qu'on l'avait poignardé à mort dans sa maison de retraite et qui voyait son lit d'hôpital comme un cercueil. Ou cette femme de 35 ans qui pensait que son cerveau était en train de pourrir et qu'il contenait des vers. Bref, derrière ces drames humains, il existe, heureusement, des traitements type neuroleptiques et antidépresseurs qui parfois, je dis bien parfois, viennent soulager les personnes en souffrance. La dislocation atlanto-occipitale. La dislocation atlanto-occipitale est une blessure extrêmement rare, mais aussi extrêmement grave. Cette blessure porte un autre nom qui vous permettra sans doute de mieux comprendre de quoi on parle. La dislocation atlanto-occipitale est aussi appelée décapitation interne. Oui, vous avez bien entendu. On parle d'une décapitation où la tête ne se détache pas du corps. Ce phénomène survient lorsque le crâne se sépare de la colonne vertébrale au niveau de l'articulation atlanto-occipitale, et ce sans rupture de la peau. Comme vous l'imaginez, cette blessure est souvent causée par des traumatismes violents tels que des accidents de voiture à grande vitesse ou des chutes à forte hauteur. Et autant vous dire que lorsque la blessure se produit, le taux de mortalité est estimé à environ 98%. Du coup, vous noterez qu'il existe donc 2% de survivants potentiels. C'est donc en creusant un peu plus ce chiffre que l'on peut tomber sur l'histoire tout
à fait épouvantable de Shannon Malloy. Le 25 janvier 2007, Shannon Malloy est grièvement blessée dans un accident de voiture. Elle percute le tableau de bord avec sa tête de manière extrêmement brutale. Lors de l'impact, son crâne se sépare de sa colonne vertébrale. Ce qui est assez incroyable, c'est que malgré cela, sa peau et sa moelle épinière sont restées intactes, lui évitant la mort, mais aussi la tétraplégie. Les médecins ont alors dû réparer les tendons et les ligaments du cou et stabiliser sa tête en insérant des vis dans son crâne et son cou, tout en utilisant un halo pour minimiser ses mouvements. Ce qui est assez épouvantable, c'est que durant sa convalescence, son crâne a malgré tout plusieurs fois glissé de son cou, avant que les médecins ne réussissent enfin à le fixer correctement. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré cette blessure épouvantable, Shannon a survécu, et a même fait des progrès significatifs dans sa récupération. Son cas est considéré comme un miracle médical. Il est à noter qu'elle a eu malgré tout des séquelles neurologiques sur le plan oculaire et des séquelles en lien avec des difficultés à déglutir. En effet, le choc avait inévitablement provoqué également un traumatisme crânien. Je vous avouerai que dorénavant, lorsque je m'étire en me faisant craquer la nuque, l'image perturbante de la radio du crâne de Shannon me revient souvent comme un flash. Le supplice du bambou. S'il y a bien un domaine où l'humain excelle, c'est sans doute dans sa capacité à se renouveler sans cesse, dans la manière dont il pourrait faire souffrir son semblable. Et le supplice du bambou en est le parfait exemple. Le supplice du bambou ne consiste pas à frapper quelqu'un avec. C'est plus subtil, mais tout aussi épouvantable. En effet, le bambou est connu pour la croissance parfois très rapide de ses chaumes, ou cannes. Le principe du supplice est donc d'installer la victime sur le dos, de l'immobiliser, directement sur le sol, ou légèrement au-dessus d'un plant de bambou, pour que les pousses le transpercent petit à petit. Cette méthode repose sur la capacité de certaines variétés de bambou à prendre parfois plusieurs dizaines de centimètres par jour. La victime, alors immobilisée au-dessus des jeunes pousses, se voit alors percer progressivement la chair, entraînant une mort lente et douloureuse. Alors, historiquement, ce supplice aurait été utilisé dans plusieurs pays d'Asie de l'Est et du Sud, notamment en Chine, en Inde et surtout au Japon. Cependant, on n'a jamais trouvé de preuve incontestable qui viendrait soutenir le recours à cette méthode. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, des récits ont émergé concernant l'utilisation de cette technique par des soldats japonais. Ces histoires ont été popularisées par des témoignages de prisonniers américains et dans des récits de guerre, sans pour autant qu'il y ait de preuves formelles. En 2008, la célèbre émission télévisée Mythbusters avait tenté de mener une expérience pour tester la faisabilité de cette forme de supplice, en utilisant un mannequin fait d'un gel balistique, un gel se rapprochant de la densité de la chair humaine. Ils ont découvert alors qu'une pousse de bambou pouvait effectivement traverser très facilement plusieurs centimètres d'un corps en seulement 3 jours. Bref, voilà un supplice parfaitement horrible et sans doute à l'origine de douleurs insupportables. Cette recherche aura été l'occasion pour moi de tomber également sur des textes relatant les pratiques des Japonais sur les prisonniers de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale, et franchement, c'était particulièrement insoutenable. Il n'est pas impossible que nous en reparlions plus tard. De votre côté, si vous souhaitez explorer cette question, attention où vous mettez les pieds. Labor Safety 101. En tapant ces mots sur Google, la première proposition que vous aurez sera celui d'un compte TikTok. Allez-y, vous êtes au bon endroit. Sur ce compte, vous allez découvrir des centaines de vidéos d'animation représentant des accidents de travail, plus terribles les unes que les autres. Les vidéos ne sont pas graphiques, mais permettent de facilement se projeter dans l'horreur des situations et de saisir assez facilement, là où l'erreur a été commise. Bien que ce compte soit chinois et que ces vidéos soient sans doute exploitées sur un marché de formation ou de sensibilisation à la sécurité en entreprise en Chine, certaines de ces situations sont sans doute déjà arrivées en France. Car oui,
Les accidents présentés sur ces vidéos sont tirés d'événements réels. Et une fois passé l'aspect amusant et très désuet des animations, qui à l'ère de la PlayStation 5 font presque sourire, nous sommes face en fait à des situations parfaitement horribles et tout à fait épouvantables. En effet, lorsque l'on commence à creuser la question de comment ce fameux conte trouve autant de situations à mettre en scène, dans des contextes aussi précis, il ne suffit que de quelques clics pour savoir que ces animations s'inspirent parfois, au mouvement près, de vidéos tout à fait réelles d'accidents en usine ou en entreprise. Et pour en avoir vu un certain nombre directement parfois sur YouTube, je peux vous assurer que le travail de Labor Safety 101 est très fidèle à la réalité. Le sang et les morceaux en moins. Bref, je vous conseille de vous limiter aux animations pour l'anecdote. En parcourant certains commentaires en lien avec ces animations, des personnes, et notamment des Français, ont pu dire que dans certaines formations de caristes, on n'hésitait pas à leur diffuser des vidéos d'accidents parfois épouvantables pour les sensibiliser au respect des règles de sécurité. Si vous avez un cariste ou un machiniste dans votre entourage, n'hésitez pas à l'interroger sur son métier. Il aura à coup sûr quelques anecdotes tout à fait terrifiantes à vous partager. Nutty Putty Cave. Est-ce que vous êtes claustrophobe? Sans rentrer dans une peur irraisonnée, je ne suis personnellement pas très à l'aise dans les endroits exigus, et je ne vous cache pas que lorsque je regarde des vidéos de spéléologie, j'ai souvent la goutte au front. Le drame de la Nutty Putty Cave fait partie sans doute d'un de mes pires cauchemars, et peut-être que ce sera aussi le vôtre. Nous sommes aux États-Unis, à l'ouest du lac Utah, où se trouve la Nutty Putty Cave. Cette grotte hydrothermale, découverte en 1960 par un certain Dal Green, un spéléologue américain, est connue pour ses passages étroits et sinueux. Un véritable labyrinthe de roches. Le 24 novembre 2009, un groupe de 11 explorateurs décide de s'aventurer dans ce dédale souterrain. Parmi eux se trouve John Edwards Jones, un jeune homme de 26 ans. Seulement, son aventure censée être parfaitement grisante va se transformer rapidement en cauchemar. John cherche à explorer un passage, appelé The Burst Canal. Il se trouve dans un boyau non cartographié, croyant à tort qu'il s'engageait sur le bon chemin. Il rentre la tête, la première, dans un étroit passage vertical, et se tord légèrement pour descendre encore un peu plus dans le trou. Seulement, il se retrouve complètement coincé, dans un espace de seulement 45 cm de largeur et de 25 cm d'épaisseur. La tête en bas, la cage thoracique comprimée, incapable de bouger. Les heures passent, et les tentatives de sauvetage via des poulies qui fragilisent les parois de la grotte et qui menacent de provoquer un effondrement sont des échecs. Les sauveteurs, confrontés à la géométrie très particulière du passage, risquent également de lui briser les jambes en le tirant. Après 28 heures, comprimé dans ce trou de souris, la tête à l'envers, sans doute remplie de sang, John Edwards Jones succombe à un accident cardiaque. Suite à ces événements, la grotte de Nutty Putty va être scellée, avec le corps de John Edwards Jones à l'intérieur, devenant ainsi son tombeau pour l'éternité. Bref, la façon dont John Edwards Jones est décédé est sans doute l'une des plus atroces qui existent, et un de mes pires cauchemars. Si vous souhaitez creuser les événements de cette histoire, allez-y, vous aurez l'embarras du choix sur YouTube, car entre la mission impossible des sauveteurs et les conditions de survie dans lesquelles s'est retrouvé John Edwards Jones, cette histoire a passionné beaucoup de monde. Thérèse Neumann. Thérèse Neumann, née à Konnersreuth en Bavière en 1898, était une mystique catholique allemande. Thérèse Neumann a eu une vie marquée par des souffrances physiques intenses, mais aussi par des événements particulièrement surprenants. En 1918, alors ouvrière agricole, elle s'est blessée en soulevant de lourds seaux remplis d'eau pour aider à combattre un incendie. Cet effort aurait alors provoqué une luxation des 2e et 3e vertèbres lombaires. Peu de temps après, en avril de la même année, elle sera victime d'une chute qui lui causera un traumatisme crânien, entraînant une cécité. Ces blessures
marqueront alors le début d'une série de problèmes de santé graves, tels que des convulsions, une cécité totale, des douleurs insupportables, et des difficultés de marche qui l'empêcheront de rentrer dans les ordres religieux. Cependant, en 1923, le jour de la béatification de Thérèse de Lisieux, une religieuse française décédée en 1897, Thérèse Neumann affirmera avoir miraculeusement guéri de tous ces maux. Et si je vous parle de cette femme, Thérèse Neumann, c'est que si vous tapez son nom sur Google, vous allez inévitablement tomber sur des photos d'elle très impressionnantes, voire perturbantes. En effet, Thérèse Neumann est connue pour son inédit, c'est-à-dire le fait de ne plus manger ni boire, sauf l'hostie, et ce jusqu'à sa mort en 1962. Cependant, c'est surtout pour ses stigmates, des marques corporelles miraculeuses correspondant aux blessures de la crucifixion du Christ, qu'elle obtiendra une renommée internationale. Si vous faites cette recherche, vous verrez donc des photos de Thérèse Neumann avec du sang coulant de ses yeux, et des blessures au niveau de ses mains. Dans ces moments-là, elle a rapporté avoir eu des visions de la passion du Christ, au cours duquel elle revivait les souffrances de Jésus. Pendant ces extases, elle saignait donc des mains, des yeux, mais aussi parfois des pieds. Ces expériences ont attiré l'attention internationale et ont fait d'elle une figure mystique très respectée. Son cas a été étudié par différents médecins et elle a été auscultée et hospitalisée plusieurs fois. Seulement, ils n'ont jamais su se mettre d'accord sur l'origine de ses blessures, de son inédit, et encore moins sur l'aspect miraculeux de tout ça. Bref, l'histoire de Thérèse Neumann est vraiment intéressante et je vous invite à creuser le sujet. Bien sûr, seulement si les photos de stigmates sanglants ne vous impressionnent pas. Le scaphisme. Le scaphisme, également connu sous le nom de supplice des barques, est une méthode d'exécution attribuée aux Perses antiques. Ce terme vient du grec ancien « scaphe », signifiant « auge » ou « barque ». Cette méthode a principalement été décrite par Plutarque, un historien grec du 1er siècle, dans sa biographie du roi de Perse, Artaxerxès II. Le scaphisme consistait à enfermer la victime entre deux barques, laissant seulement dépasser à l'extérieur la tête, les mains et les pieds. Elle était ensuite recouverte et nourrie de lait et de miel, ce qui attirait inévitablement les insectes. Ces derniers se nourrissaient alors des déjections de la personne et proliféraient autour d'elle, mais aussi à l'intérieur de son corps. Les conséquences du scaphisme sur le corps étaient assez terribles. La combinaison de l'exposition aux éléments comme le soleil, qui provoquait la déshydratation, et les infections entraînaient une agonie lente et douloureuse. En effet, les vers et les larves qui pénétraient dans les plaies ouvertes causaient inévitablement des infections graves, entraînant une décomposition progressive du corps. Bien que la victime soit nourrie de force avec du lait et du miel pour faire durer le supplice le plus longtemps possible, cela ne suffisait généralement pas à maintenir une nutrition adéquate. La mort survenait donc généralement après quelques jours, au pire 2 semaines. Bien que l'existence du scaphisme soit encore débattue, certains pensent que Plutarque, qui n'appréciait pas vraiment les Perses, a peut-être exagéré les faits. Cependant, s'intéresser aux conséquences physiques d'un tel supplice nous amène inévitablement à nous poser cette question tout à fait effroyable. Est-ce que c'est véritablement possible que des insectes puissent pondre dans notre corps? Eh bien oui. En effet, n'importe qui peut un jour être confronté à ce que l'on appelle une miase, une infestation cutanée due aux larves de certaines espèces de mouches qui pondent sous la peau. D'ailleurs, évitez de taper miase sous-cutanée sur Google, vous risquez de tomber sur des photographies parfaitement atroces. Le lithopédion. Dans un petit village brésilien près de la frontière avec le Paraguay vivait Daniela Almeida Vera, âgée de 81 ans et mère de 7 enfants. Cette femme souffrait de douleurs abdominales intenses, et ce depuis des décennies. Elle avait toujours refusé de consulter un médecin, par peur de découvrir une tumeur ou une autre maladie grave. Elle se contentait de prendre des antidouleurs, préférant d'ailleurs les remèdes traditionnels aux traitements modernes. Seulement, en mars 2024, les douleurs sont devenues insupportables, et sa famille réussira finalement à la convaincre
de passer des examens médicaux. Les médecins, perplexes face à ces symptômes, décident de réaliser une tomographie 3D. Et ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. En effet, Daniela portait en elle un fœtus calcifié, un lithopédion, depuis plus de 56 ans, soit depuis sa dernière grossesse en 1968. Le lithopédion, également connu sous le nom de bébé de pierre, est un phénomène médical extrêmement rare. Il se produit lorsqu'un fœtus meurt pendant une grossesse extra-utérine et qu'il n'est pas expulsé du corps de la mère. Au fil du temps, le fœtus se calcifie, formant une sorte de pierre à l'intérieur du corps. Ce processus de calcification protège le corps de la mère contre les infections potentielles que pourrait générer la décomposition du fœtus. Vous vous demandez sans doute ce qui est arrivé à Daniela au moment de la découverte de ce lithopédion. Eh bien, elle fut transférée en urgence à l'hôpital régional de Ponta Porra pour subir une opération visant à retirer le lithopédion. L'intervention, délicate et risquée, s'est déroulée le 14 mars 2024. Malheureusement, Daniela n'a pas survécu et est décédée le lendemain de l'opération. La famille, sous le choc et en deuil, accepta malgré tout que le lithopédion soit envoyé dans un laboratoire pour être étudié. Car en effet, le lithopédion, comme indiqué juste avant, est une condition extrêmement rare. Depuis le premier cas découvert en 1582, moins de 300 cas ont été rapportés dans la littérature médicale. Cela signifie qu'il y a en moyenne moins d'un cas par an dans le monde entier. Une nouvelle fois, je vous mets en garde sur les images que vous pourriez trouver sur internet en tapant lithopédion. L'inhumation céleste. L'inhumation céleste, également connue sous le nom de funérailles célestes, est une pratique funéraire traditionnelle, principalement observée au Tibet, en Mongolie, en Inde et au Népal. Ce rituel consiste à exposer les corps des défunts à l'air libre, pour qu'ils soient dévorés par des vautours et autres oiseaux de proie. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi il vaut mieux éviter de rechercher ça sur Google. Oui, vous allez inévitablement tomber sur des images de nos amis charognards en train de se régaler sur les restes de personnes. Et autant vous dire que les vautours sont de sacrés nettoyeurs de carcasses. L'inhumation céleste trouve ses racines dans le bouddhisme tibétain et le zoroastrisme, une ancienne religion monothéiste fondée par le prophète Zarathustra. Dans le bouddhisme tibétain, le corps considéré comme une simple enveloppe charnelle, après la mort, est offerte aux vautours afin de symboliser le cycle éternel de la vie et de la mort. Le rituel commence par une cérémonie où un moine chante des prières et brûle de l'encens autour du corps. Ensuite, un Rodhyapa, une personne chargée de préparer les corps pour l'inhumation céleste, découpe des morceaux sur le défunt et mélange la chair avec de la farine d'orge, du thé et du lait de yak afin de l'offrir aux vautours. Cette cérémonie est généralement publique, ce qui permet aux proches, mais aussi à la communauté, de manière plus générale, de faire face à la réalité de la mort et de saisir l'impermanence de la vie. Il est à noter que l'inhumation céleste est toujours pratiquée aujourd'hui et continue de faire partie intégrante des traditions religieuses et culturelles. Bref, la dimension philosophique de l'inhumation céleste est profondément enracinée dans la vision bouddhiste de l'interconnexion de toutes les formes de vie. Le bouddhisme enseigne que la vie est un cycle continu de naissance, de mort et de renaissance. En offrant le corps aux vautours, les Tibétains reconnaissent et honorent ce cycle. Cette pratique est également un acte de compassion et de générosité envers les créatures vivantes, permettant aux vautours de se nourrir, de survivre, et aux défunts de payer quelques-unes de ces dettes karmiques. Apollo 1 audio. La mission Apollo 1, initialement désignée AS-204, avait pour objectif principal de réaliser le premier vol habité du programme Apollo. Elle devait permettre de tester le module de commande et de service en le plaçant en orbite terrestre basse, afin de préparer les futurs voyages vers la Lune. L'équipe composée de Virgil Gus Grissom, Edward H. White II et Roger B. Jaffe devait effectuer une série de tests à l'intérieur pour vérifier le bon fonctionnement du vaisseau spatial et des systèmes de support de vie
en conditions réelles. Le 27 janvier 1967, les astronautes se préparent à s'installer à bord du module de commande pour une répétition générale, en vue du lancement prévu pour le 21 février 1967. À 13h, les astronautes entrent enfin dans le module de commande, situé sur le complexe de lancement 34, à Cap Kennedy, aujourd'hui Cap Canaveral. La trappe se referme, il est 14h42. Des problèmes de communication entre le module et le centre de contrôle retardent le test. Et là, sans prévenir, à 18h31, un incendie se déclare dans le module de commande. En quelques secondes, il se propage rapidement en raison de l'atmosphère riche en oxygène à l'intérieur du module. En tapant Apollo 1 audio sur Google, vous trouverez inévitablement l'enregistrement sonore capturant ce moment effroyable, alors que les astronautes et le centre de contrôle sont en communication. Vous pourrez les entendre signaler des problèmes et notamment un départ de feu, puis alors que l'incendie se propage, vous les entendrez paniquer, et ensuite hurler de douleur. Terrifiant et assez éprouvant, cet enregistrement est vraiment difficile à écouter, en raison de la détresse palpable et de l'issue parfaitement tragique de l'événement. Je vous déconseille donc d'aller écouter ça. L'enquête qui a suivi a révélé plusieurs problèmes techniques et de conception qui ont contribué à la tragédie, notamment des fils électriques dénudés avec des négligences dans le câblage, des matériaux inflammables à l'intérieur du module, etc. La NASA a apporté ensuite des modifications significatives au futur module de commande pour améliorer la sécurité des astronautes. Seulement, pour Grissom, White 2 et Jaffe, il était trop tard. L'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face, également connue sous le nom de céphalée en grappe et de cluster headache en anglais, est une affection neurologique rare, mais extrêmement douloureuse. Elle se caractérise par des crises de douleur intenses, unilatérales, souvent localisées autour de l'œil ou de la tempe. Ces crises peuvent durer de 15 minutes à 3 heures et se répéter plusieurs fois par jour, souvent à des heures fixes. Attention, on ne parle pas de migraine. En effet, l'algie vasculaire de la face est considérée comme l'une des douleurs les plus intenses qu'un être humain puisse ressentir. Les personnes atteintes la décrivent souvent comme un 10 sur 10 sur l'échelle de la douleur. La douleur est perçante, brûlante. Parfois, les patients ont la sensation de se faire broyer la face ou de se faire percer l'œil avec un clou ou un couteau. Et comme il est difficile de se rendre compte à quel point cette douleur est extrême, certaines personnes atteintes d'AVF ont partagé des vidéos de leur crise sur YouTube. Et je vous préviens tout de suite, c'est épouvantable. Je vous déconseille clairement d'aller voir ça. Vous y verrez des personnes portant parfois un masque à oxygène, hurlant, pleurant de douleur, s'agitant dans tous les sens, voire pire. Ces réactions physiques et émotionnelles sont si intenses qu'elles peuvent vraiment vous retourner. Malgré les nombreuses recherches, les causes exactes de l'algie vasculaire de la face restent encore en partie méconnues. On pense que des dysfonctionnements du système nerveux autonome, des altérations neurovasculaires et des facteurs génétiques et environnementaux pourraient en être à l'origine. Pendant les crises, l'inhalation d'oxygène à haute concentration pendant 15 à 20 minutes pourrait avoir des effets sur la crise. Les triptans, des médicaments utilisés dans le traitement de la migraine, pourraient également aussi avoir des effets mais plus modérés. Pour prévenir les crises, les personnes atteintes d'algie vasculaire cérébrale se voient prescrire des médicaments contre l'hypertension artérielle, des corticoïdes. Dans les cas les plus difficiles, on peut utiliser des techniques de neurostimulation. Cette technique consiste à implanter un dispositif qui envoie des impulsions électriques aux nerfs trijumeaux pour réduire la douleur. En bref, l'algie vasculaire de la face est une pathologie assez terrible et qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Lorsque l'on sait que certaines personnes peuvent faire jusqu'à 8 attaques par jour en période de crise, on ne peut pas rester insensible devant l'horreur d'une telle situation. Jones Bones. Jones Bones est une entreprise américaine basée à New York et fondée en 2018 par John Pichaya Ferry, un jeune homme aujourd'hui âgé de 24 ans. Et autant vous dire que son entreprise est un peu particulière. En effet,
elle est spécialisée dans la vente d'ossements humains. Ce commerce a suscité et suscite encore de nombreux débats intenses. Certains soutiennent que cette pratique permet de promouvoir l'éducation et la recherche en ostéologie. D'ailleurs, l'objectif affiché de John Bones est de justement démystifier et de rendre plus accessible l'ostéologie, en fournissant des restes humains de manière responsable et professionnelle aux universités, musées, écoles de médecine et institutions scientifiques. Seulement, d'un autre côté, cette activité très lucrative suscite de nombreuses controverses morales et éthiques. En effet, faire commerce d'os humains peut être perçu comme un manque de respect envers les personnes décédées. Bien que certains individus lèguent leur corps à la science, on peut malgré tout se demander si elles auraient accepté de faire partie d'un commerce à grande échelle. L'entreprise a gagné en renommée en s'installant sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et je vous avouerai que voir des dizaines de colonnes vertébrales alignées les unes à côté des autres, et s'imaginer qu'à l'origine elles appartenaient à des personnes comme vous et moi, qui n'avaient sans doute pas l'intention de devenir une marchandise, je trouve ça un peu perturbant. Et autant vous dire que je suis quelqu'un qui est pourtant tout à fait enclin à briser le tabou de la mort, notamment en parlant assez librement. En France, la législation est claire. Il est strictement interdit de faire commerce de restes humains. Le créateur de John Bones assure lui se procurer ses ossements humains principalement auprès d'anciens stocks médicaux. En effet, jusqu'aux années 80, les étudiants en médecine et les professionnels de santé aux États-Unis étaient souvent tenus d'acheter de vrais squelettes humains à des fins éducatives pour leur formation. Il existe donc encore nombre de squelettes rangés dans les greniers ou les caves de certains Américains. D'après lui, chaque acquisition est parfaitement tracée, ce qui me paraît un peu optimiste de sa part. Dans tous les cas, on voit bien que le fondateur de John Bones tente de montrer patte blanche, en insistant sur l'aspect scientifique et pédagogique de son activité. Et quoi de mieux que d'ouvrir un musée en ostéologie pour montrer sa bonne foi. Ouvert en fin d'année 2023, le musée accueille 100 crânes humains, environ 120 colonnes vertébrales et 8 squelettes complets. Bref, malgré les efforts de John Bones pour se présenter comme une entreprise respectable, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise. En effet, je le répète, la question de savoir si ces personnes auraient consenti à devenir des objets de commerce reste sans réponse, et c'est un problème. Le Kansai Clean Service. Le Kansai Clean Service est une chaîne YouTube japonaise associée à une entreprise assez particulière. En effet, elle est spécialisée dans le nettoyage de logements où l'on a retrouvé une personne décédée, parfois après plusieurs mois. À travers leurs vidéos et après une brève contextualisation des événements, vous suivrez l'équipe du Kansai Clean Service dans le nettoyage de lieux, souvent laissés dans des conditions extrêmement insalubres, où s'accumulent de nombreux déchets. Les vidéos peuvent être assez dures car elles montrent des scènes explicites où l'on voit les fluides corporels laissés par les corps en décomposition sur la literie et le sol. En regardant ces vidéos, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Il est a priori assez difficile d'assainir un logement qui a été le théâtre d'un tel drame. En effet, malgré l'utilisation d'une machine qui purifie l'atmosphère en détruisant les bactéries en suspension, il arrive que l'équipe doive retirer les papiers peints, voire les moquettes, tant l'odeur y est imprégnée. Parfois, les fluides traversent la literie mais aussi les sols en parquet. Il est alors indispensable de tout retirer et de gratter pour éliminer toute trace de liquide. Il est intéressant de noter que l'équipe insiste sur le fait que depuis de nombreuses années, elle intervient principalement chez des hikikomori. Le phénomène hikikomori est un phénomène psychosocial qui désigne des personnes, souvent des hommes, qui choisissent de vivre en isolement complet, généralement dans leur chambre, pendant des mois, voire des années. Ces personnes se coupent du monde extérieur et ne sortent que pour l'essentiel. Accablés par la société et incapables d'y trouver leur place, ils sont poussés à l'isolement. Et lorsqu'ils décèdent chez eux, on les retrouve, généralement des mois plus tard. Et c'est là que le Kansai Clean Service intervient. On pourrait se dire que filmer de tels lieux n'est pas forcément très décent, pourtant l'équipe montre tellement de respect pour les âmes qui ont vécu sur place et fait preuve de tellement d'application dans leur travail que cela force finalement l'admiration. Bref, bien que le travail de Kansai Clean Service soit essentiel et respectueux, leur contenu peut être trop intense pour certains. Si vous êtes sensible à ce type de contenu,
il est préférable de ne pas regarder ça. Pour les autres, sachez qu'il existe pas mal d'autres chaînes YouTube qui ont le même concept. Les œuvres de Joel Peter Witkin. Joel Peter Witkin est un photographe américain né le 13 septembre 1939, à Brooklyn, New York. Il est connu pour ses œuvres provocantes, et franchement, c'est peu de le dire. Car si vous allez chercher quelques-unes de ses œuvres sur Google et que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous risquez d'être particulièrement perturbé, voire choqué. En effet, Witkin explore des thèmes, tels que la mort, l'érotisme, la marginalité, et ce de manière assez extrême. Vous allez sans doute mieux comprendre si je vous parle d'une de ses œuvres. Comme indiqué, Witkin est un artiste-photographe, c'est donc de ce côté que nous allons débuter votre initiation avec The Kiss, créé en 1982. Cette photographie montre deux têtes humaines, coupées, qui semblent s'embrasser. L'image à la fois romantique et macabre est censée explorer la frontière entre l'amour et la mort, le fameux lien entre Eros et Thanatos. Seulement, lorsque l'on parle de têtes qui semblent s'embrasser, on ne parle pas de mannequins ou d'une reproduction, mais de vrais restes humains. Pour cette photo, il s'agit en fait d'une seule tête, fendue en deux, les deux moitiés se faisant face et s'embrassant. L'analyse de l'œuvre n'est maintenant plus tout à fait la même. Vous commencez sans doute à saisir pourquoi je ne peux pas vous diffuser les photographies telles quelles sur YouTube. Witkin est également quelqu'un d'intéressé par l'esthétique des corps déformés, amputés, comme dans ses œuvres Le Satyre ou La Serpentine, mais aussi par le corps, transgenre. Bref, comme vous pouvez le constater, les œuvres de Joel Peter Witkin peuvent être pour certains très choquantes. Que ça soit dans l'utilisation de restes humains ou dans ses choix esthétiques, ses compositions souvent grand-guignolesques et extrêmement perturbantes appellent inévitablement à une réaction. Qu'il s'agisse d'une forme de fascination ou d'un pur rejet, avec ses œuvres, Witkin va à coup sûr générer quelque chose chez vous. Et après tout, n'est-ce pas le but premier de l'art? Cependant, je vous inviterai malgré tout à être prudent. Les photographies que vous risquez de voir sont vraiment particulières. De plus, comme le cas de Jones Bones, je me pose la question, est-ce que les personnes à qui appartenaient ces restes humains étaient d'accord pour qu'on fasse de leur corps une œuvre d'art? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on pourrait toutefois se demander ce qui a bien pu le conduire à aller sur ce terrain artistique si particulier. Eh bien, en dehors d'influences notables, telles que les œuvres de Bosch, Goya ou Velázquez, c'est visiblement un événement dans son enfance qui lui a donné le déclic. En effet, alors qu'il avait seulement 6 ans, Witkin a été témoin d'un accident de voiture, où une petite fille aurait perdu la tête. Une tête qui aurait roulé jusqu'à ses pieds. Naegleria fowleri. Naegleria fowleri est une espèce d'amibe, c'est-à-dire un être vivant unicellulaire eucaryote qui prospère dans les eaux douces et les sols humides. Elle a la capacité de se propager dans l'eau, y compris dans les réseaux d'eau potable, en fonction des conditions de température et de la nourriture disponible. Cette amibe peut vivre de manière autonome dans son environnement. Là où cette créature microscopique devient particulièrement inquiétante, c'est qu'elle peut vous parasiter le système nerveux, d'où son surnom d'amibe, dévoreuse de cerveau. Imaginez, vous vous baignez en eau douce, elle dépasse les 25 degrés, c'est agréable. Vous plongez la tête sous l'eau. Et sans vous en apercevoir, Naegleria fowleri va rentrer dans votre nez, se déplacer dans votre muqueuse nasale et longer votre nerf olfactif jusqu'à votre cerveau. Une fois dans votre tête, l'amibe commencera tranquillement à détruire votre tissu cérébral en le mangeant, provoquant une inflammation et un gonflement de votre cerveau. Cette pathologie, connue sous le nom de méningo-encéphalite amibienne primitive, ou PAM, est une infection extrêmement sévère. Maintenant que vous savez ça, peut-être que vous vous demandez quels sont les symptômes. Eh bien, ils sont plutôt classiques. Maux de tête, fièvre, nausées, des vomissements et une raideur de la nuque, qui n'est d'ailleurs pas systématique. Les dommages causés par cette amibe sont souvent irréversibles, ce qui rend cette maladie mortelle dans 95% des cas.
même avec un traitement. L'infection évolue très rapidement et la mort survient le plus souvent en quelques jours. C'est d'ailleurs pour cela que la maladie est souvent diagnostiquée après la mort. Bon, ce qui est rassurant pour les personnes les plus hypocondriaques, c'est que les cas d'infection par Naegleria fowleri sont extrêmement rares, avec seulement 310 cas signalés au cours des 50 dernières années, dont un seul en France, en Guadeloupe. Cependant, rare ne signifie pas impossible. C'est un peu comme jouer au loto. On pense n'avoir aucune chance de gagner, et le jour où ça arrive, on n'y croit pas. Et pourtant. Laser Smoke Amy. Laser Smoke Amy est une chaîne YouTube assez perturbante, voire très obscure, ouverte le 13 mai 2006. Le créateur de la chaîne, connu sous le prénom de Dave, y publiait des vidéos où il avait une pratique du tabagisme extrême, mais parfaitement assumée. Du masque à gaz modifié à la création d'outils faits maison pour fumer le maximum de cigarettes en même temps, Laser Smoke Amy proposait un contenu plutôt confidentiel à l'époque, au regard de son nombre d'abonnés, mais correspondant parfaitement à une niche d'adorateurs du cuir et de tabac. Dave pouvait à l'occasion simplement se filmer calmement en train de fumer une cigarette avec de la musique, sans pour autant rentrer dans une performance extrême. De la musique, aucun mot de prononcé, Dave passait ses messages principalement sur le titre de ses vidéos, dans le choix des chansons et dans ses descriptions, à partir de phrases le plus souvent laconiques, mais qui venaient donner un éclairage sur l'état d'esprit du fumeur. Seulement, les choses ont pris une tournure particulière. Une tournure à laquelle on devait s'attendre. Amaigri, affaibli et la clope au bec, Dave est revenu sur sa chaîne après une absence de 3 mois, avec une vidéo indiquant cette phrase en description « My return after cancer surgery » ou « Mon retour après mon opération du cancer ». Ouais. Ce qui devait arriver arriva. Dave, dans cette vidéo, se montre avec une cicatrice au niveau de la gorge. Bien que les épisodes de tabagisme extrême se soient terminés à cette période sur la chaîne, l'addiction, elle, était toujours là, et il a continué de se filmer en train de fumer. Si on s'arrêtait là, on pourrait se dire que l'affaire est déjà suffisamment sombre. Pourtant, en scrutant les commentaires, certains des adorateurs de la cigarette sont allés vraiment très loin dans l'expression de leur fétichisme, jusqu'à faire part d'une excitation, alors qu'on l'entendait tousser grassement, ou à trouver de la beauté dans la destruction de ses poumons. Bref, vous l'avez compris, la chaîne de Dave a attiré nombre de fétichistes pour le moins perturbants, sachant qu'au regard de son contenu, il l'était peut-être tout autant. Plus vous allez vous intéresser à cet univers tourné vers l'autodestruction, plus vous allez tomber dans les abysses de l'âme humaine. Dave postera une vidéo en juillet 2011 où il assumera de continuer à fumer malgré la maladie. Cette vidéo numéro 195 sera sa dernière. Comme j'ai pu le découvrir ensuite, cette histoire effroyable n'est pas un cas isolé. En effet, après quelques recherches, je suis rapidement tombé sur la chaîne d'un Britannique, R.G. The Smoker, qui réalisait des tests et des dégustations de différents tabacs. Après plusieurs années de review tabac, sa chaîne s'est transformée la dernière année en vlog, cancer du poumon. Lui aussi a continué à fumer et il ne s'en est pas sorti. Bref, je vous déconseille vraiment d'aller plus loin sur ces histoires, elles sont vraiment très perturbantes et vraiment génératrices d'un profond désespoir. Le faux vide. Ah, l'espace. Quel sujet passionnant. Impossible pour moi d'en faire l'impasse dans une vidéo comme celle-là. En effet, peu de choses sont capables de me donner ce vertige existentiel que j'apprécie tant. Et la théorie du faux vide en fait partie. Un sujet qui, si on s'y intéresse, va nous rappeler que l'existence telle qu'on la connaît peut tout à fait être remplacée en une fraction de seconde par le néant. Cette théorie est assez complexe à expliquer, je vais donc tenter de vous présenter les choses le plus simplement possible, malgré le risque que cela soit très approximatif, mais c'est le prix à payer pour en saisir l'idée. Pour comprendre le concept de faux vide, l'analogie de la bulle de savon est sans doute la plus claire. Imaginez notre univers comme une bulle de savon. L'univers dans lequel nous sommes, et qui est en grande majorité composé de vide, est dans un état que l'on qualifie de stable. Seulement, selon la théorie du faux vide,
il est possible que notre univers ne soit pas dans son état le plus stable possible. C'est comme une bulle de savon, qui alors qu'elle flotte, est parfaitement stable dans sa forme et dans ce qui la constitue. Seulement, elle peut éclater à tout moment, si on exerce une force sur elle. Si l'univers est effectivement dans un état de faux vide, il pourrait ainsi soudainement se fracturer à un endroit indéfini et passer à un état de stabilité ultime, appelé vrai vide, et ainsi provoquer ni plus ni moins qu'une catastrophe cosmique. Car en effet, la fracture provoquée par ce vrai vide se propagerait alors, comme lorsqu'une bulle de savon éclate, et ce, à la vitesse de la lumière, créant sur son passage un tout nouvel univers, où toutes les lois de la physique que nous connaissons n'existeraient plus. L'existence même, telle qu'on la connaît, serait alors totalement annihilée. Selon cette théorie, cette fracture pourrait avoir lieu n'importe où dans l'univers. Si elle avait lieu au bout de l'univers observable, et malgré son déplacement à la vitesse de la lumière, nous serions à l'abri pour des dizaines de milliards d'années. Par contre, si cela arrivait dans notre galaxie, cela prendrait seulement quelques dizaines de milliers d'années pour nous atteindre. Ce qui ne serait à l'échelle de l'âge de la Terre qu'un battement de cils. Et si cette fracture du faux vide a déjà eu lieu dans notre galaxie, il est alors théoriquement possible que cette vague de vrai vide arrive vers nous de manière inéluctable et à n'importe quel moment. Dans 10 ans, dans 100 ans, la semaine prochaine, demain ou cette nuit. Et vous savez quoi ? Au regard de la vitesse du déplacement du vrai vide, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière, nous n'aurons aucun moyen de le détecter. Et lorsqu'il nous touchera, notre disparition, et celle de tout ce qui existe, sera instantanée. Mes chers amis, nous voilà arrivés au terme de cette deuxième vidéo Ne recherchez pas ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le voyage tout à fait passionnant, bien que très éprouvant. Plus j'avance sur ce format, et plus je me dis que cette série de vidéos se doit de réunir le plus possible de sujets obscurs, et ainsi devenir une véritable anthologie. Qu'en pensez-vous ? Si vous souhaitez qu'on continue, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter et partager mes vidéos. Sachez que je vous vois dans les commentaires. Je les lis absolument tous. En attendant, à très bientôt, et surtout, faites de beaux cauchemars.